Bonjour à toutes et tous. Nous vous parlons depuis la bibliothèque du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en fait son CDI, et nous sommes en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire combattante, Patricia Miralles. Alors les deux ministres vont dans un instant s'adresser à vous, vous souhaiter la bienvenue et surtout vous entendre nous communiquer votre expérience de ce concours tout à fait hors norme, dont vous êtes désormais les lauréats. Il se trouve que pour ma part, et je me présente, je suis Vincent Duclerc, historien, inspecteur général et désormais président du Collège national du concours, des correcteurs du concours. Et aussi, je dois le dire, ancien lauréat du concours à Paris en 1979. Ben oui, on a l'âge qu'on a, mais cette rencontre se fera sous le signe de la jeunesse, de la mémoire et de l'histoire. Et je vous rassure, les deux ministres sont bien plus jeunes que moi. Donc, vous êtes lauréat à titre individuel, collectif, issu de tous les établissements scolaires que compte la France dans sa belle diversité qu'il faut conserver. Et vous êtes lauréat parce que vous avez cru dans ce concours, dans cette nécessité d'appeler, d'étudier la mémoire des heures sombres de notre pays et de l'Europe pour rendre le monde d'aujourd'hui meilleur et plus démocratique. Et en fait, les professeurs, il faut les saluer, les chefs d'établissement, les personnels de la vie scolaire, vos parents, vos proches, vous ont accompagné dans votre choix de vous engager dans le concours. Ce concours, il faut le rappeler, c'est le plus ancien concours après le vénérable, le concours général. J'avais prévu de vous faire un petit historique, mais comme on est un tout petit peu en retard, je saute pour simplement mentionner que ce concours, il a évolué, puisqu'il a été créé en 1961. Il a été d'abord centré sur la résistance, puis il s'est attaché à la mémoire de la déportation, la mémoire de la déportation politique, dès l'origine, et aussi la déportation raciale, qui représente une grande partie, on le sait, de la déportation voulue par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Et ces évolutions, je dirais, je les ai vécues comme élève, comme lauréat, puisqu'en 1979, j'ai concouru sur un thème qui était la résistance et les droits de l'homme, mais étant lauréat à Paris, j'ai été invité à accompagner les anciens déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc, vous voyez, résistance, déportation. Et tout à l'heure, à la fin de la cérémonie qui se déroulera à Paris au CNAM, le ministre de l'Éducation nationale fera le lien, en présentant le thème, fera le lien à nouveau entre résistance et déportation. Vraiment, j'attire votre attention sur cette annonce très importante. Et donc, je conclus par le fait que je viens de donner mon témoignage, mais on attend votre témoignage sur le concours. Nous allons vous entendre dans un instant, après les deux ministres, qui sont impatients de vous écouter. On vous demandera, avec Manuel Brosset, qui est mon collègue du ministère, dont le service, il faut le dire, a tout organisé pour que cette cérémonie se tienne, eh bien, on vous entendra nous dire, au fond, ce que la participation à ce concours vous a apporté pour votre personnalité de citoyen, dans toutes ses dimensions, bien sûr, civique, historique, culturelle, artistique, éthique. Ce que vous avez fait, en deux mots, vous êtes saisi de la mémoire des heures sombres, de la mémoire des résistants, des déportés, et vous en avez fait un savoir d'histoire que vous transmettez en plus. Et en fait, en faisant ça, vous avez révélé, je crois, le meilleur de la citoyenneté républicaine, c'est-à-dire quand la République devient savante et fraternelle. Et donc, sur ces mots, je passe immédiatement la parole à Patricia Miralles, qui est secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire combattante, et je la remercie beaucoup. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, visiblement. Bonjour à tous. Je suis évidemment ravie d'être à côté de mon collègue et cher ministre de l'Éducation nationale. Merci aussi, Monsieur Duclerc, parce que nous nous sommes rencontrés à Montpellier il n'y a pas si longtemps lors d'un colloque sur lequel vous aviez exprimé aussi vous étiez exprimé sur l'affaire Dreyfus, me semble-t-il, voilà. Vous dire qu'évidemment, le secrétariat d'État chargé des anciens combattants et surtout de la mémoire est très investi dans
dans toutes les possibilités que l'on peut donner, tous les outils que l'on peut donner aux élèves, mais aussi aux enseignants, avec des concours comme le concours Bulle de mémoire, comme les héritiers de la mémoire, les financements des projets pédagogiques portés par les enseignants et les élèves. À chaque fois que je viens dans un lycée ou dans un collège, je me rends compte à quel point il est important pour vous de vous déplacer, de vous rendre compte par vous-même de ce que certains ont pu vivre, malheureusement. Et ça vous amène à avoir votre propre avis. Ce n'est pas un avis qu'on va chercher sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. C'est votre propre vision de la mémoire et c'est ce qui vous amènera plus tard à avoir vos propres fondamentaux. Ça vous éclairera vers le futur et ça vous permettra aussi de pouvoir choisir peut-être votre profession. Et j'aime bien le dire parce que sans les professeurs, on ne pourrait jamais le faire. Et donc, je voudrais aussi remercier et saluer tous les professeurs. Je dis souvent, ce sont les hussards de la République. Donc, merci à vous, messieurs et mesdames les professeurs. Et pour vous, les élèves, sachez qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez votre avenir entre les mains et que nous sommes là pour vous accompagner. Nous pouvons financer des projets et je suis ravie d'être ce matin avec vous et avec mes chers collègues. Merci, Madame la secrétaire d'État. Et je passe tout de suite la parole donc, au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Monsieur Papendiaï. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Madame la secrétaire d'État, chère Patricia, Monsieur le Président du Collège national du concours, cher Vincent, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers lauréats. Je suis moi aussi très heureux d'avoir ce temps d'échange avec vous. Je regrette évidemment que vous n'ayez pu rejoindre le Conservatoire national des arts et métiers pour la cérémonie de remise des prix du concours national de la résistance et de la déportation. Je sais que vous attendiez cette cérémonie depuis longtemps. Les conditions sont un peu particulières, mais nous tenions à nous adresser à vous parce que vous avez vécu une expérience tout à fait remarquable en participant au plus ancien concours scolaire après le concours général. Cette participation au concours national de la résistance et de la déportation vous a permis d'interroger, de rencontrer, d'étudier des sujets d'histoire et de mémoire. Vous l'avez constaté, il dépasse largement le cadre de l'enseignement de l'histoire, puisque dès son origine, le concours avait pour ambition de permettre aux élèves de réfléchir sur des questions civiques, sur des questions patriotiques et ainsi de contribuer à la formation des jeunes citoyens. Pour reprendre l'expression de Vincent Duclerc, et c'était très puissant dès la fin du XIXe siècle, la République se pensait à la fois comme fraternelle et savante. La question du savoir, la question des connaissances a toujours été absolument essentielle dans le projet républicain. Très souvent, la participation au concours national de la résistance et de la déportation nourrit les projets d'orientation des élèves ou les marque durablement dans leur parcours personnel. Comme l'a annoncé récemment la Première ministre, nous nous engageons à ce que chaque élève bénéficie d'une visite historique ou mémorielle durant sa scolarité. En tant qu'ambassadeur de cette mémoire, je vous invite à partager votre travail avec les plus jeunes, à revenir le cas échéant dans les établissements pour témoigner de votre expérience, conserver le lien avec vos enseignants qui vous ont accompagné tout au long de ce concours exigeant, c'est un concours exigeant et ambitieux. Bravo, chers lauréats, et je vous remercie très très vivement et très sincèrement pour votre implication dans ce très beau concours.
Merci, Monsieur le Ministre. Maintenant, nous allons donc entendre les lauréats, mais sachez aussi que la secrétaire d'État, le ministre pourront reprendre la parole. Voilà, ici, la parole est libre et elle circule. Et elle circule grâce à Manuel Brosset, qui va être en fait le monsieur loyal, et qui donc va lancer d'emblée, effectivement, voilà, vos témoignages. Nous sommes tout oui et merci encore de votre présence. Merci, Monsieur l'inspecteur général. Donc, Monsieur le ministre, Madame la ministre sont ici avec nous, en particulier. Donc, 15 établissements répartis sur 11 académies, 9 collèges et 6 lycées, tous lauréats des 3 dernières éditions du concours national de la résistance et de la déportation, dont nous le savons, pour les raisons que nous connaissons, il n'y a pas eu de cérémonie depuis 2019. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président du Collège des correcteurs, donc la parole est libre. C'est ce que vous avez souhaité, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. La question a été posée par Vincent Duclerc. Je la répète juste, histoire de relancer le débat, à savoir donc, pour les jeunes citoyens que vous êtes, que vous a apporté la participation à ce concours à travers, on va dire, ces différentes dynamiques telles qu'elles ont été évoquées par Vincent Duclerc il y a quelques minutes. Je vous invite à prendre la parole sans aucune forme de timidité, bien au contraire. Alors, il faut se lancer pour le début. Est-ce que l'Académie d'Aix-Marseille, par exemple, le Collège Gassendi de Digne-les-Bains, voudrait prendre la parole? Bonjour à tous. Notre travail, il s'intitule « Si la montagne pouvait parler ». Donc ce travail, pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement de toute une année de recherche, de découverte et surtout de partage avec tout notre groupe. Ce fut une expérience unique à vivre pour découvrir une part de l'histoire de notre département qu'on ne connaît pas forcément. Pour moi, c'est un projet qui m'a permis de m'investir dans quelque chose de plus grand, de très enthousiasmant, et j'ai adoré avoir la possibilité de lier histoire et justice dans un contexte de travail d'enquête en groupe comme celui-ci. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler, s'il vous plaît, quel est le projet sur lequel vous avez travaillé et la production finale individuelle ou collective qui a été restituée? Je vous prie. Donc notre travail s'intitulait « Si la montagne pouvait parler » et il s'agit d'une carte narrative qui porte sur un lieu particulier du 04, donc c'est la ferme de Belon, et plus précisément sur l'arrestation de 11 stagiaires qui étaient membres donc, de cette école des cadres qui était située dans la ferme de Belon par la Gestapo et la gendarmerie française le 14 février 1944. Est-ce que votre professeur est là, présent à vos côtés? Très bien. Madame Coulon, Madame Céline Coulon, bienvenue. Bienvenue avec nous. Est-ce que vous pouvez compléter, s'il vous plaît, ou donner quelques éléments éclairants pour Monsieur le Ministre, Madame la Ministre? En fait, on avait un tour de table, on était en train de se passer le micro et donc mes élèves de l'an dernier étaient en train de témoigner de ce que le projet leur avait apporté. Donc peut-être plus que de prendre moi la parole, je vais leur redonner puisqu'elles s'étaient préparées à ça, si vous voulez bien. Je vous en prie, allez-y. Personnellement, durant cette expérience, j'ai appris à enquêter, à aller à la recherche des informations. Et j'ai aussi appris quelquefois, la frustration, car à des moments, faute d'informations, on a dû abandonner certaines pistes. Mais malgré tout, ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est très intéressant de découvrir l'histoire des lieux que je vois au quotidien dans mon département. De mon point de vue, ça a été un projet marquant de mon année de troisième parce que j'en ai beaucoup parlé avec mes grands-parents et que ça nous a permis de nous rapprocher. Donc, pour ma part, ce projet m'a apporté des connaissances sur ma famille que j'ai pu relier à mon arrière-arrière-grand-père qui a participé à la guerre et aussi à mon arrière-grand-père qui a vécu ces moments lorsqu'il avait 15 ans. Et grâce à tout ça, j'ai pu retrouver des archives familiales.
Pour moi, ce projet m'a permis d'apprendre à travailler en groupe et à aimer l'histoire qui ne m'intéressait pas auparavant. Voilà, donc on a fait un petit tour de table. L'équipe était composée d'une douzaine d'élèves l'an dernier. Voilà, on a gardé ce lien et merci de nous avoir conviés aujourd'hui parce qu'on était ce matin extrêmement touchés et enthousiasmés de se retrouver. En ce qui concerne le projet, il est en train de se formaliser sur le territoire puisque le travail des élèves va notamment devenir le très très beau texte poétique qu'ils ont écrit et qui s'intitule « Si la montagne pouvait parler », va devenir un QR code qui va s'inscrire dans le paysage sur le site même de cette arrestation, donc la fameuse ferme de Belon. Et au mois de septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, eh bien, leur travail, leur recherche, leur questionnement de jeunes personnes face à cette montagne et avec toutes les informations que les archives nous ont livrées, mais également tous les silences, les questionnements, eh bien, tout leur travail deviendra un QR code qui sera accessible voilà, au public, aux randonneurs, aux amoureux des archives, aux habitants aussi, qui ont été très enthousiastes par rapport à ce travail. Voilà, donc c'est un très 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 beau projet qui perdure. Et en cela, je crois que on est même allé au-delà du concours. En ce qui me concerne, on est allé au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour ce témoignage. Madame le ministre, Monsieur le ministre vous répondent et discutent avec vous. C'est bon. Alors, merci aux élèves pour leur témoignage. Vous dire que c'est un peu aussi mon histoire, sauf que j'ai pas votre âge et qu'il a fallu que j'attende assez longtemps pour trouver aussi ma famille lors des 100 ans de la guerre, de la Première Guerre, par le site qui a été mis en place sur Mémoire des hommes. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver mon arrière-grand-père et savoir qu'il avait effectivement fait la Première Guerre mondiale et qu'il faisait partie de ces soldats inconnus. Donc, je voulais vous dire que c'est important et c'est d'autant plus important que vous êtes jeune. Moi, j'ai longtemps manqué d'histoire familiale. C'est important parce que ça nous ancre vraiment dans notre territoire. Ça nous ancre aussi dans notre République, ça nous permet de nous enraciner dans la nation et de se dire que nos ancêtres ont participé à ces guerres qui étaient importantes. Concernant le QR code, je voulais aussi revenir, par exemple, quand on va à Moissac, il y a des jeunes qui ont mis en place des totems pour raconter l'histoire de Moissac avec ces QR codes. Et ces QR codes, ça fait penser aussi à une chose, c'est que quand on est jeune, on n'y pense jamais. Et j'espère que maintenant vous le ferez. Quand vous êtes dans votre ville ou dans votre village, vous levez la tête et vous regardez le nom de la rue ou de la place dans laquelle vous êtes. Ça raconte toujours l'histoire. Ça raconte toujours qui est la personne, pourquoi on a apposé son nom dans une rue ou dans une place. Et pour ceux qui ont encore leurs grands-parents, effectivement, allez les embêter, titillez-les parce que eux, ils ont l'histoire encore vivante. Et comme on sait qu'aujourd'hui, nos déportés vont s'éteindre petit à petit, il faudra toujours que nous ayons des témoins pour continuer à raconter sans cesse cette histoire dramatique de la déportation. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à vous aussi, chers élèves, chers professeurs. C'est pour ce travail tout à fait remarquable et j'aurais plaisir à regarder de plus près ce que vous avez fait, mais ce que j'ai entendu de vous montre à quel point votre travail est de très très grande qualité, au-delà du concours, comme le disait Madame Coulon à l'instant. J'avais une question pour vous, c'était de savoir ce qui est arrivé à ces résistants qui ont été arrêtés dans cette école des cadres, dans cette ferme. Qu'est-il arrivé après leur arrestation par la Gestapo? Alors, je vais laisser la parole à nos élèves, à nos enquêtrices. Mila, Fanny, Pauline.
Ces 11 résistants, ils étaient dans l'école des cadres qui avait été créée à la ferme de Belon. Et le 14 février 1944, il y a eu une arrestation qui a eu lieu par la Gestapo et la gendarmerie française. Le chef du maquis, il était ce jour-là parti à la recherche d'une autre cachette potentielle. Et donc les 11 ont été arrêtés et déportés à Nice. Et David Fali, qui était un médecin roumain, c'est un de ceux sur lequel on a le plus d'informations, a été déporté en Lituanie et a été tué là-bas. Et les autres? En fait, pour les 11, donc David Fali, qui lui est mort en déportation du fait de ses origines étrangères et d'avoir été juif, bien entendu. En ce qui concerne 2 autres, Raymond Lesquelaine et Victor Mazière, on a juste la trace des démarches qu'ils ont fait après la guerre pour être reconnus pour leur fait de résistants. Et les 8 autres, absolument aucune autre information. On n'est même pas sûr que ce soit des gens originaires de la région, en fait. Et puis tout s'est porté après sur le devenir du chef du maquis qui ce jour-là, sous le surnom de Manfred, lui n'a pas été arrêté parce qu'il sentait bien que dans la région, la situation était extrêmement tendue, il fallait retrouver d'autres cachettes. Et donc lui a survécu. Par contre, il a fait partie de ceux qui ont été fusillés au mois de juillet 1944, arrêtés par tous les autres chefs des différents réseaux du 04. Voilà. Donc, des destins tragiques à rebondissement et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, inscrit notre patrimoine dans des lieux, dans des noms d'établissements, dans des voilà, et des histoires avec des archives assez conséquentes tout de même. Bravo, merci beaucoup. Bravo. Je voudrais juste dire un point qui m'a beaucoup frappé. On a tous été vraiment impressionnés par l'expression que vous avez donnée de votre expérience du concours, hein. Et comme malheureusement on ne pourra peut-être pas entendre tous les lauréats, ce qu'on propose, c'est éventuellement de nous faire parvenir en fait vos retours, et les 2 ministres seront très attentifs à les lire, et du reste on s'arrangera pour poser en haut de la pile effectivement voilà ces retours. Donc vous ne pourrez pas parler peut-être à l'oral, mais vous exprimerez à l'écrit. Et puis un deuxième point sur lequel on travaille avec les 2 ministres, c'est d'archiver le concours. C'est-à-dire que vous découvrez l'importance des archives, mais il faut que tout ce que vous avez fait soit archivé pour être valorisé. Et donc, on travaille à mobiliser les CDI, les départements, les académies pour conserver effectivement la trace de tout ce qui est produit, parce qu'on le voit bien, c'est tout à fait exceptionnel. Merci Vincent, merci à vous tous, chers élèves. Merci beaucoup Madame Coulon pour ce témoignage riche du collège Gassendi à Digne-les-Bains. Merci 1000 fois. Donc j'invite désormais un autre établissement, une autre académie à prendre la parole et à faire de même, à savoir présenter son projet axé sur notamment la question qui a été posée tout à l'heure. Si personne ne prend la parole, j'inviterai quelqu'un à le faire. Ah, ça y est. Strasbourg, Académie. Le prix de l'Académie de Strasbourg est prêt à prendre la parole. Eh bien, allez-y pour Strasbourg. J'ai préparé un texte à plusieurs voix. Parfait. Est-ce que vous êtes le collège Foch ou le collège Lauried? Le RID de Bichat. Le RID. Pardonnez-moi. Allez-y, je vous en prie. Vous avez la parole. Allez-y. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, nous sommes très honorés de représenter notre classe aujourd'hui à cette cérémonie et remise des prix du CNRD. Et nous vous remercions sincèrement pour votre présence ici aujourd'hui. Nous sommes donc les lauréats de la session 2021-2022 dans la catégorie travail collectif. Et nous avons présenté tous ensemble un projet qui est tout d'abord constitué d'une première valise, une valise qui a traversé le temps et dont l'intérieur recèle de nombreux petits trésors. Nous avons premièrement 3 journaux
Ce sont des journaux intimes, ceux de 3 résistants alsaciens, Charles Voisin, René Kleiman et Lucie Primo. Accompagnés de leurs journaux, nous avons aussi de nombreuses photos, des dossiers vides volés à la Gestapo, mais aussi des dessins qui nous exposent des paysages de l'époque, des témoignages de prisonniers, dont certains nous ne connaissons pas encore le nom, mais qui ont vécu ou ont eu une part de leur vie dans des prisons ou dans des camps, comme le camp du Struthof, que notre classe a visité l'an dernier et qui a bouleversé certains. Donc, les journaux calligraphiés sont des témoignages de ces 3 admirables parcours des résistants ayant vraiment existé. Nous avons écrit ces 3 textes après un travail de recherche d'archives. Les mots ont été validés par les descendants directs des 3 résistants, étudiés par Frédéric Del Piro, la fille de Charles Voisin, Sophie Quirin, qui est la fille de René Kleinman, et Marie-Josée Masconi, fille de Lucie Primo. La valise contient aussi les archives que nous avons constituées, qui n'ont rien à voir avec le film, mais que nous avons jointes pour montrer combien ce travail préparatoire est fondamental. Nous tenons à faire part de notre réflexion. Est-il possible de saisir pleinement cette période noire de la Seconde Guerre mondiale, sans pour autant se souvenir des nombreux maux subis, des morts ignominieuses, des injustices? Est-il possible de ressentir cette volonté guerrière des résistants au combat, armés de l'ombre qui, durant ces années de cendres, ont trouvé la force et la volonté de s'engager pour une cause et un idéal alors que la France vivait à l'heure de la collaboration? Le refus de considérer la défaite n'est pas définitive et a mené de nombreux combats. Apprendre les couleurs de la résistance et qu'elle soit passive ou active, ce combat qui nous a intéressés. Notre credo est donc le suivant. C'est bien parce que nous avons voulu devenir passeurs de mémoire que nous avons écrit, chanté, dessiné, que nous avons branché les drapeaux victorieux de notre patrie. Victoire que nous avons fièrement voulu porter pour rappeler à tous que rien n'est jamais acquis, que la lutte reste l'essence même de la liberté. Cette terrible période de souffrance où certains se sont perdus, ont perdu leurs êtres profonds, ont perdu des proches, a marqué notre pays et nos cœurs. Il est de notre devoir de le rappeler incessamment afin que ne puisse se cicatriser dans l'oubli l'âme des victimes du nazisme. Nous avons respectueusement fait notre grandeur de ces mains armées ou de ces visages qui refusèrent l'ignominie, afin que dans la mémoire revivent ceux qui furent. Nous sommes en veille contre toute forme de racisme et d'antisémitisme et d'autres formes de discrimination. Nous nous battons pour les valeurs républicaines de notre pays. Les guerres, conflits et tensions liées au refus de la différence nous inquiètent. Nous sommes conscients que nous faisons le monde de demain. Ce projet est notre combat face à l'intolérance et nous faisons un acte de devoir de mémoire. Merci. Merci beaucoup à tous. Devons-nous considérer que vos témoignages sont terminés et que je peux passer la parole à Madame le ministre, Monsieur le ministre? Oui? Oui. Je vous remercie. Madame le ministre. Alors merci pour cet excellent travail. Merci aussi aux enseignants de les avoir accompagnés. Vous dire que j'ai, il y a quelque temps, proposé aux associations d'anciens combattants, les associations nationales, de pouvoir délocaliser des cérémonies. Et donc, je vous parle de cela parce que le 30 avril, je le feu qui avait été signé pour la guerre d'Algérie. Et plutôt que de le faire qu'à Paris, au Quai Branly, qui rassemble peu de monde finalement, nous avons été à Notre-Dame-de-Lorette, parce qu'à Notre-Dame-de-Lorette, il y a aussi un soldat inconnu
de la guerre d'Algérie. Et donc, ça me paraissait important de pouvoir aller vers les jeunes. Et c'était un dimanche, il y avait 200 enfants avec leurs enseignants, leurs proviseurs, et j'ai trouvé que aller vers vous, c'était un acte aussi de mémoire parce que tout le monde ne peut pas venir à Paris. Donc sachez que je vous invite, pour ceux qui le peuvent, de venir le 30 avril au Struthof, puisque nous ferons la cérémonie là-bas, et je pense que ça a le mérite de récompenser aussi tous ces élèves qui aujourd'hui ont le regard complètement changé sur ce qu'a été la déportation, parce que quand on est face à ces horreurs, quand on va à Auschwitz et qu'on se rend compte effectivement de ce qu'ont pu vivre ces déportés et toutes les personnes qui en sont décédées, eh bien, je crois que pour les honorer, pour continuer à rappeler cette histoire et la mémoire, eh bien, il faut aussi venir vers vous. C'est ce que je ferai le 30 avril. Merci beaucoup à vous, chers élèves, chers professeurs, pour ce travail remarquable et j'ai hâte de pouvoir le lire et en prendre connaissance complètement. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot sur chacun de ces trois résistants? Oui, d'accord. On va commencer. Pour Lucie Primo, tout d'abord pour Lucie Primo. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a réussi à se reconstruire une vie. Elle a eu une fille avec son mari qui lui aussi a été déporté. Et sa fille a écrit un livre sur sa vie qui retrace tout son passé sur les prisons, les camps et la douleur qu'elle a connue pendant cette époque. Pour René Kleinman. Donc, René Kleinman était un des membres actifs de la Main Noire. Et nous avons reçu sa fille Sophie Kirin, donc la fille de René Kleinman, qui a pu témoigner devant la classe de 3e. Et effectivement, beaucoup d'ouvrages ont été publiés sur la Main Noire, qui était un groupe de résistants de la première heure, un groupe de lycéens qui effectivement était très engagé. Et donc, le chef des lycéens, Marcel Weinboum, a été exécuté, effectivement. Et par contre, René Kleinman, que nous avons donc suivi, a pu survivre. Merci beaucoup, madame. Monsieur le ministre, autre chose? Merci beaucoup à vous tous pour ce témoignage. Merci, madame Verle, pour votre intervention. Donc, rendez-vous est pris, si possible, le 30 avril au Struthof, comme madame la ministre l'a indiqué. Et donc, pour poursuivre ces échanges, nous avons eu 2 productions de collégiens. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un témoignage de lycéens. Sans aucune forme de préséance, je me dis peut-être du côté du lycée Vincent d'Indy de Privas, Académie de Grenoble, il y aurait peut-être quelques perches à saisir. C'est à vous. Les mains qui se sont levées. À vous, je vais distribuer la parole à mes élèves. Ils ont eu à s'engager en résistance, mais le thème évidemment datait de 2020, donc cela fait déjà 3 ans. Et Yanis va nous raconter un peu comment s'est réalisé ce projet. Alors, tout d'abord, nous avons un projet qui a parlé de la résistance, et à cette époque de la résistance en 1940. Et en 1940, ce qui prédominait surtout, c'était la campagne. Donc, pour tourner ce projet, eh bien, j'ai tout de suite pensé à mon village, à Saint-Cierge-la-Serre, qui a entendu, qui a vu, qui a subi tous les malheurs de cette Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà. Et donc, aussi, je me suis nourri des anecdotes des personnes âgées qui me parlent souvent, enfin, qui me disent ce qui s'est passé, ce qui se rappellent, et même de l'ancienne encore génération des personnes, des pères des personnes âgées. Et donc, il y a encore beaucoup de vestiges dans Saint-Cierge-la-Serre qui restent. Et donc, c'est
nous en avons profité justement pour tourner notre projet, notre film, et, euh, et voilà, afin qu'il soit le plus réaliste possible. Très bien, je vous remercie. Est-ce que c'est terminé pour votre exposé? Alors, en fait, je vais demander à Léonie de faire en sorte de nous expliquer les questions qui se sont posées. Donc, je rappelle, le thème, c'était s'engager en résistance. 1940, c'était en 2020. On s'est retrouvés pour aujourd'hui. Et les questions qui se sont posées, et évidemment, ils ont trouvé quelques réponses aussi dans les archives départementales de l'Ardèche. Léonie. Donc, on s'est d'abord demandé qui est-ce qui pouvait devenir résistant à cette époque-là. Donc, ça pouvait être ça pouvait être des gens de plusieurs milieux différents, donc aussi bien de milieux plutôt de politique de gauche ou alors de droite, ça pouvait être très varié. On s'est aussi demandé donc, quelles étaient les formes de résistance qui pouvaient exister donc, en début 1940. Notamment avec les tracts, les journaux qu'on a intégrés à notre court-métrage, et aussi pourquoi ces personnes elles avaient décidé de faire leur entrée en résistance. Et donc on a essayé de répondre à ces questions à travers ce film. Alexandre, tu gères le son. Très bien, je vous remercie. Madame le ministre, Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir? Peut-être rapidement vous dire que vous qui avez été fouillé un petit peu dans les archives, que vous preniez conscience que le petit film que vous ferez sera aussi archivé, parce que ça permettra effectivement à d'autres, beaucoup plus tard ou plus jeunes, de pouvoir aussi regarder le travail que vous avez mené. Et peut-être une question, c'est est-ce que ça vous a donné envie de retourner aux archives pour aller consulter parfois ce que je disais tout à l'heure, le nom d'une rue, quelle a été cette personne, pourquoi nous avons décidé de lui donner le nom de cette place à cet endroit-là. Est-ce que ça vous rend curieux? Est-ce que vous avez envie de vous ancrer un peu plus dans la République en connaissant les histoires parfois selon l'ancrage territorial? Voilà. Alors, je vais demander à Jonas de répondre à votre question, Madame la secrétaire d'État. Merci. Pour moi, c'est évident que ça m'a donné envie d'aller fouiller dans les archives, car selon moi, notre génération, elle a un devoir de mémoire par rapport à cette période. Et le temps passe, donc on commence à perdre certaines personnes qui peuvent témoigner directement de cette période. Donc nous, les générations futures, on a ce devoir de mémoire, de se rappeler de toutes ces choses-là. Et effectivement, proposer un film fictif qui se base sur des faits réels permet, de notre point de vue, de transmettre tout de même cette période qui a été terrible. Je vous remercie parce qu'il y a quelque temps, justement, à la préfecture de l'Hérault, grâce au préfet qui avait fait des recherches, nous avons pu donner le nom d'une petite cour à la préfecture d'une dame qui était donc résistante, qui était employée à la préfecture et qui n'avait jamais été honorée, qui s'appelait Madame Nichterwitz et qui faisait des faux papiers pour permettre justement aux Juifs de pouvoir de ne pas se faire arrêter. Elle a été déportée, elle a pu être libérée et dès son retour, elle a recommencé à résister. Et donc, parce qu'on est allé fouiller un petit peu dans les archives de l'Hérault, nous avons pu honorer cette dame qui ne l'avait jamais été. C'est pour ça que je vous demandais si cette curiosité peut toujours nous amener à honorer des personnes qui ont pris part au moment de la résistance et de la déportation et qui ne sont pas encore honorées. Et moi, je voulais vous féliciter, simplement vous remercier, vous féliciter et vous dire que je regarderai de près votre projet. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre, Madame la ministre. Merci, chers élèves et professeurs. Nous continuons notre tour de France des terres de mémoire. Et donc, poursuivons peut-être sur le lycée général et technologique Turgot de Limoges, Académie de Limoges. Vous avez la parole si vous souhaitez témoigner de votre travail. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Absolument, allez-y.
Nous tenions d'abord à vous remercier d'être venu aujourd'hui lors de cette cérémonie. Et donc, nous allons vous parler de notre projet qui était un film centré autour de la personne d'Henri Lagrange, donc un jeune résistant communiste qui est de notre région et a été étudiant à l'établissement Turgot, tout comme vous. Donc, ce projet nous a apporté beaucoup de choses, chacun au niveau personnel comme au niveau des connaissances et de la technique. D'abord au niveau des connaissances, car ce contexte du début de l'occupation a été, on s'en est vite rendu compte, très particulier, avec des mentalités très différentes dans tout le peuple français. Ce qui a mené des gens comme Henri Lagrange ou comme d'autres de tous bords politiques et toutes différentes raisons à se lever pour suivre leurs idéaux. Donc, nous tenions notamment à mettre un point sur ces résistants à la première heure qui n'ont pas forcément combattu avec des sabotages ou des armes, mais qui ont chacun agi à leur échelle avec notamment des tracts ou des bons pour aider les prisonniers à avoir une vie plus acceptable, on va dire. Au niveau technique et culturel, on a pu apprendre comment mener un tel projet, donc en fonctionnant en équipe, en tournée, en écrivant un script. Et nous avons pu aussi avoir tout un tas de rencontres avec tout un tas de personnes qui ont pu nous aider tout au long de cette grande aventure. Donc, par exemple, nous remercions la SNCF qui nous a permis de tourner dans des locaux, le musée de la Résistance de Limoges qui nous a donné accès à des archives qui nous donner le temps à nous documenter donc, sur le sujet. Et tout simplement merci aussi à Madame Pouillot, notre enseignante qui nous a apporté un grand soutien tout au long de cette aventure, toujours sans faille. Et c'était donc ce que nous voulions vous dire sur notre projet. Merci de votre attention. Merci à vous. Dois-je considérer que votre témoignage est terminé et clos? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Madame le ministre, Monsieur le ministre, souhaitez-vous réagir? Oui, parce qu'il y a quelque temps, au Sénat, il y a eu un colloque sur Missak Manouchian, sur les idéaux, vous connaissez Missak Manouchian, les idéaux de la République, des Lumières, de la Révolution, et c'était surtout sur la panthéonisation de Missak Manouchian pour février 2024. Et lors de ce colloque, j'ai signé la reconnaissance de mort pour la France. Sur l'affiche rouge, en haut à gauche, il y avait le dernier frère d'armes des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés qui était Slamat Jevac. Et il n'avait jamais été